Alexandre Brochet, dit Jean Bruce, est un écrivain français né le 22 mars 1921 à Paris et qui mourra accidentellement en mars 1963. Il est particulièrement connu pour être l'auteur des aventures de l'agent secret Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, narré dans la série littéraire du même nom et dont de nombreuses aventures ont été portées à l'écran depuis les années 60. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans l'aviation et serait devenu pilote à 17 ans avant de devenir un membre actif de la résistance intérieure. Il rencontre lors de la libération de la ville de Lyon William Leonard Langer, véritable agent de l'OSS, portant le matricule 117. Il commence à écrire des romans policiers vers 1949 et ses nombreux voyages lui permettent de rédiger avec réalisme le contexte des aventures d'OSS 117. Monsieur Hubert London. Oui, c'est moi. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai fait tout, depuis le Moyen-Orient jusqu'à Extrême-Orient. C'est ça. Même par la Russie. Ah ben, j'avais été en Russie avant. 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 Parce que quand on écrit un roman d'aventure tous les 3 mois à peu près, hein, Tous les 2 mois même. tous les 2 mois même, Il a amélioré son score. il faut tout de même de temps en temps aller voir des pays nouveaux. C'est pas c'est très essentiel. Oui, s'il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, on peut toujours bâtir un roman Oui, une sur histoire, une bien sûr. documentation. Voici les papiers de la Dauphine retenus à votre nom, monsieur London. Merci. Si vous voulez bien me suivre. Jusqu'au bout du monde, mademoiselle. Ça m'est arrivé d'ailleurs au début. Puis alors, dès que j'ai gagné un peu d'argent, j'ai été voir Oui. les pays que j'avais décrits. Ah oui, ça, Benoît a fait ça aussi. Oui. Il y en a qui étaient mieux et d'autres qui m'ont déçu. Oui. Macao m'a beaucoup déçu, par exemple. Oui, alors que c'est l'enfer du jeu, c'est très tentant. Non, mais- c'est une vieille Non. petite ville portugaise Ouais. avec des Chinois puis des séminaristes qui se promènent partout. Tous ces romans sont axés autour d'un événement authentique et comportent des sous-entendus érotiques dont il est lui-même friand. Le 15 août 1949 paraît le premier numéro de la collection spéciale police des éditions du Fleuve Noir sous le titre « Tu parles d'une ingénue », 224 pages rééditées sous le titre « Ici OSS 117 » dans la collection espionnage du Fleuve Noir numéro 103 en 1956. Le succès sera immédiat et devance de plusieurs années Ian Fleming et son James Bond et devient un précurseur du roman d'espionnage. Comment l'expliquez-vous, ce succès? Je crois qu'il a un certain nombre de raisons. D'abord, les gens actuellement ont beaucoup de soucis. Ils ont des besoins d'évasion. Et il y a aussi un besoin qui a toujours existé, c'est le besoin d'identification à un personnage qui a des qualités ou des possibilités autres que les vôtres. Il y a eu jadis le roman de Cap et d'Épée. Je crois que le roman d'espionnage, c'est le successeur moderne du roman de Cap et d'Épée. Jusqu'à sa mort, il écrira 88 OSS 117, soit plus de 6 par an, d'autres romans bien sûr, et des articles dans des revues érotiques sous le nom de Jean-Alexandre, Joyce Lindsay et Jean-Martin Rouen. Mais aussi sous son véritable nom, une biographie de Saint-Exupéry et de pièces de théâtre mettant en scène notre héros, à bout portant en 1955 et OSS 117 en 1961. À quelle profondeur doit-on immerger le détecteur? Le sbire de Birmanie. C'est pas ça, Rangoon. Hein. C'est pas ça, Rangoon, que nous venons de voir sur le livre de Madame Dulon. Et celui-ci, Gachi à Karachi, se passe évidemment Au Pakistan, puis ça au se passe. Pakistan. Ça débute à Karachi, mais ça se passe surtout près de la passe de Khyber, qui est un lieu assez fascinant. On est à la recherche d'une dame. Je crois me souvenir de ça, oui. Oui, parce que j'ai lu il n'y a pas très Vous l'avez longtemps. pas lu? Non, je les oublie après les avoir écrits, heureusement. On est à la recherche d'une dame et il y a un malentendu, c'est pas elle. On trouve son cadavre, Oui, et c'est c'est bien. pas Ne lui elle. demande. Et si ce détecteur donne les résultats que j'espère, je ne donnerai pas cher de tous les sous-marins atomiques du monde. Il va battre des records dans l'édition avec 20 millions d'exemplaires vendus rien qu'en 1962, 45 millions en 1967 et 60 millions en 1975. En 1962, il anime sur Europe 1 une émission de théâtre feuilleton radiophonique d'une durée de 20 minutes intitulée OSS 117 raconte et organisera même à l'antenne une interview de son héros, sa carrière et ses motivations en citant des passages bien sûr de ses romans. Et de 1960 à 1963, Jean Bruce dirige la collection espionnage des presses de la Cité.
Mets en route. Mais où est Rousse? Fais ce que je te dis, mets en route. Le 26 mars 1963, quittant Paris au volant de sa Jaguar 381 MK2 pour entrer à Chantilly sur la route nationale 16, au niveau de Luzarches, il va percuter de plein fouet un camion semi-remorque qui arrivait en sens inverse. Il roulait à près de 180 km/h et décède sur le coup. En 1966, Josette Bruce poursuit l'écriture et publie de nouveaux titres de la série, mettant en scène Hubert Bonisseur de la Batte. En 1985, la série est reprise par ses deux enfants, Martine et François Bruce, à la suite d'une procédure menée à l'encontre de Josette Bruce pour atteindre à leurs droits patrimoniaux et moraux. Il la termine avant la mort de Josette Bruce en 1996. Vous allez faire une bêtise. Et maladroit avec ça. Hubert Bonisseur de la Batte, dont le nom de code est donc OSS 117, comme le 007 de James Bond, va donc sortir au même moment que les Fantomas et les Angéliques, un agent spécial américain qui, grâce au talent que l'on ne peut nier du réalisateur impeccable et talentueux André Hunebelle, va vivre des aventures inédites sur les écrans. La situation est tellement grave et délicate, Hubert, Que vous avez naturellement pensé à moi. Il va être envoyé comme son compère Bond dans différents pays et combattre des dictateurs, des mégalomanes, des fous et des gens qui veulent dominer le monde. Il va devenir un phénomène populaire en France et rivaliser avec James Bond au cinéma en France grâce au seul talent du réalisateur, Monsieur Hunebelle, un conteur qui va faire voyager ses spectateurs, les faire rêver, les sortir de leur quotidien avec une authenticité sans pareil puisque sur le dossier de presse d'Atuker à Tokyo pour OSS 117, l'on pouvait y lire « Soyez sûr que si vous allez à Singapour ou au Mexique ou une petite échoppe de Tokyo, servez-vous des romans de Jean Bruce comme guide. » André Hunebelle nous donnera de grands films et dont l'aventure excellera comme sur Les Trois Mousquetaires en 1953, Cadet Roussel en 1954, Le Bossu en 1959, Le Capitaine en 1960, Le Miracle des Loups en 1961, L'émissaire de Paris en 1962, et va entre 1963 et 1967 alterner les OSS et les Fantomas avec Jean Marais, Louis de Funès et Mylène de Mongeau. Même si les textes de Bruce peuvent paraître, pour certains vieillots, mais ils viennent d'une époque où la guerre froide était le vecteur de tous les fantasmes d'espionnage et cartonnait en lecture populaire. Les films sont bien sûr bien moins ambitieux que les Bonds, surtout celui-ci, dont Hunebelle n'a pas encore la sûreté de sa caméra, les moyens qui semblent pourtant là et qui montrera la Corse de façon très belle, bien qu'en noir et blanc, seul film de la saga à ne pas être en couleur et qui n'a pas encore la classe des prochains. Et maintenant, tu vas me dire ce que tu fais ici. Allez vous faire foutre! Ce n'est pas la première tentative d'adaptation du personnage de Jean Bruce, mais je ne parlerai dans mes vidéos que des 4 réalisés parfaitement par André Hunebelle, puisque déjà en 1957, OSS 117 n'est pas mort, réalisé par Jean Sacha, avait Ivan Desny, acteur d'origine russe, dans le rôle aux côtés de Marie Dea et Magali Noël, quelques années avant James Bond au cinéma. Un film plutôt d'ailleurs porté sur l'humour. En 1960, ce sera Le Bal des espions, sans avoir les droits des livres, et donc du nom. Michel Clément en est le réalisateur, d'après Documents à vendre de Jean Bruce, et OSS 117 devient Brian Cannon, venant d'un autre roman de Jean Bruce, et ici incarné par Michel Piccoli, avec aussi Françoise Arnoux. Vous comptez pas faire toutes les grottes de la Corse, non? Moi, j'aime beaucoup les grottes sous-marines. C'est tellement joli, vous trouvez pas? Heureusement, ce OSS 117 se déchaîne va remettre les pendules à l'heure avec Hunebelle. Pierre Foucault, qui sera un collaborateur d'André Hunebelle, Richard Caron et Patrice Rondard seront au scénario. Le film nous sert quelques boutades, parfois loufoques, de rigueur. La part belle est tout de même donnée à l'action et à l'enquête, et le film se devait d'être plutôt pris au premier degré, ou tout du moins autant qu'un film d'action grand spectacle puisse être. L'histoire est classique, et tout part de la mort mystérieuse d'un agent secret américain visiblement tué lors d'un cours de plongée sous-marine aux alentours de Bonifacio. Hubert est donc envoyé sur place, en Corse, pour enquêter. Rousse était un de nos meilleurs plongeurs. Et ils l'ont supprimé. Sans aucun doute. Rapidement, il s'avère que l'affaire est liée à un prototype de sonar révolutionnaire capable de détecter précisément la position des sous-marins nucléaires disséminés en Méditerranée. Si nos adversaires arrivent à mettre au point et à expérimenter ce détecteur, Ils pourraient neutraliser nos sous-marins atomiques. Entre de mauvaises mains, pareil engin pourrait bouleverser l'équilibre des forces et entraîner un conflit nucléaire mondial. Rarement un film de l'époque donnera à voir un portrait si flatteur de la Corse, portrait d'une île paradisiaque aux paysages divers, constituant tous des décors parfaits pour des scènes d'action acrobatiques et rocambolesques.
Plusieurs facettes de la région nous sont données à voir, y compris de longues séquences sous-marines et aériennes. Du coup, si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblait Bonifacio à l'époque, notamment visité de fond en comble par les personnages dans les années 60, dépêchez-vous de visionner OSS 117 se déchaîne. Le film sort l'année de la mort de l'écrivain, mais l'auteur aura eu la chance de pouvoir assister au début du tournage qui a débuté en février 63. C'est Jean Marais qui aurait donné à Hunebelle l'idée d'adapter les romans d'espionnage bien connus, en tout cas selon une interview de Mylène de Mongeau. Marais espérait en être la vedette, mais cela n'arrivera pas malheureusement pour l'acteur. Hunebelle espérant vendre le film à l'étranger, il va engager un acteur international. Jean Marais aura le rôle de Fandor et Fantomas dans la trilogie à succès pour compenser ce manque. Écho en zone 3. Distance 3000 mètres environ. Hunebelle, via la PAC, sa propre société de production, achète les droits du livre et va donc commencer par ce film qui sera une adaptation d'OSS 117 Prends le maquis. Les scènes d'action sont réussies, le réalisateur va même introduire les arts martiaux alors que le cinéma français était plus habitué aux pains de gitans dans la gueule et des grosses baffes dans la tronche. Ici, ça castagne sec, de façon subtile et surtout très vicieuse. On tape aux tempes, à la gorge, là où ça tue, là où ça fait mal, et c'est souvent fatal. Les bagarres sont réglées par Claude Carriez, un des plus grands professionnels de l'époque. L'un de ses assistants, Yves Chiffre, apprendra même le kendo et le karaté pour le film. Je le doublais, et puis j'avais des scènes où j'étais acteur, un petit acteur dans le film. Et je me souviens quand même que pour ces films-là, avec Claude Carliez, nous avons été obligés d'apprendre le karaté. C'était une chose qui n'existait pas encore, il n'y avait pas Bruce Lee. Et on a fait les premiers combats. Notre professeur, c'était Coquatre, et on en a pris plein la poire, quoi. C'était assez dur. C'était une école qui était rue de Belleville. On y allait, on apprenait le karaté pour la première fois. Très étrange, ça n'existait pas. Et puis on a commencé à le placer dans les bagarres donc de Hubert Bonisseur de la Batte. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Bruce, qui était l'auteur des bouquins. Si tu ne me dis pas tout de suite pour qui tu travailles, tant pis pour toi. N'oublions pas les scènes sous-marines réalisées à Toulon par Alain Boinard, dont on avait apprécié le travail sur Tintin et le mystère de la Toison d'Or de Jean-Jacques Vierne, et retravaillera sur le premier Fantomas. De belles scènes qui font penser aux Opérations Tonnerre de Terence Young, et il faudra attendre 1 heure pour voir enfin le décor des méchants dans la grotte créée par Pierre Juffroy. Quand pourrons-nous immerger le détecteur? Et ce soir, tout a été vérifié. Qui a travaillé sur nombre de films, Hunebelle y compris. Le film sera tourné à Nice et Bonifacio bien sûr, et malheureusement le noir et blanc, bien que très beau, baisse le régime de ce que les autres opus donneront en couleur dès le second, et Hunebelle va expérimenter peut-être parfois un petit peu trop. Plus de 2 millions d'entrées en France quand même, ce qui en fera un très beau succès à l'époque, mais la moitié du score de Dr No. Vous ne connaissez pas le colonel Bonisseur de la Batte, je crois. Bonjour. Je suis très heureuse de vous connaître, colonel. Vous ne changerez donc jamais, Hubert. Oh, je m'en voudrais. Mais n'oubliez pas, je vous prie, que votre enquête ne doit commencer qu'en Corse. Mon nom est Hubert Bonisseur de la Batte, mais l'on emploie souvent pour me désigner mon numéro matricule OSS 117. Je suis colonel au service action de l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, la CIA. Texte tiré de Valse viennoise pour OSS 117. Malgré son nom, le héros est pourtant bien français et vit à New York et a même une résidence en Louisiane, mais a des origines françaises. Espérant donc vendre le film à l'étranger, c'est le génial Carvin Matthews qui sera engagé, alors que Jean-Marie voulait la place, idéal en agent charmeur et déterminé. Je n'ai pas l'habitude de ces petites voitures françaises. Vous ne voulez pas me faire une démonstration? Je ne suis pas démonstratrice. Oh, mais je vous ramènerai ici après le dîner. Dis-moi, tu me disais à Hollywood que tu rêvais de tourner en France. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup vos films. Et j'aime aussi vivre à Paris. Le climat à Paris, le restaurant à Paris, le vin à Paris, l'art à Paris et les jeunes filles à Paris. Oui, là, je te comprends très bien. Alors vous prenez un verre avec moi? Avec plaisir. Est-ce que tu te sens très OSS 117? Tu agirais comme ça dans la vie? Non. Je suis plutôt
pacifique. Oui, c'est vrai, un peu timide même. Peut-être. Oui. Je préfère une vie calme, sans bagarre. Je préfère avoir dans mes bras une jeune fille sans pistolet. Oui. Kerwin Matthews est né le 8 janvier 1926 à Seattle et mort le 5 juillet 2007 à 81 ans à San Francisco dans une solitude très triste, abandonné de beaucoup, mais près de son compagnon d'un demi-siècle. Il est habitué des héros droits typiques des productions des années 50 et 60 et jouera dans le 7e voyage de Sinbad et le superbe Jack et le tueur de géants de Nathan Jurand, les voyages de Gulliver de Jack Sher, l'attaque de San Cristobal de John Gilling pour la mer comme le maniaque de Michael Carreras et se retire du cinéma en 1978. En son honneur, la petite ville de Janesville, où il s'était installé avec sa mère peu après le divorce de ses parents, a baptisé une rue à son nom. Je n'aime pas l'amateurisme. Je suis un peu cartésian et aussi américain. Tout ce que je le fais à fond. Et j'aime le faire avec logique, mais vous voyez, j'ai beaucoup de beaucoup d'ennuis avec le français. William Roos avait suivi récemment tout l'entraînement des nageurs de combat sous-marins. C'était pas un amateur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis curieux de tout, je suis intéressé par tout, étonné par tout, passionné par tout, ému par tout. À mes débuts, j'ai surtout fait du théâtre pendant des années. J'ai surtout joué Shakespeare. C'est une expérience passionnante pour un acteur. Suivez-le. Je m'occupe de Brigitta. Elle doit être juste bonne à accueillir. Et cela demande de savoir bien autre chose que le texte seul. À mon avis, un comédien doit tâcher de tout connaître pour tout où il se trouve, pour traduire la vie humaine. Plus un acteur connaît les réactions et les pensées des autres gens, mieux il peut jouer. Hubert! Tu vois, sweetheart, tu as eu bien tort de me quitter. OSS 117 nous est présenté d'abord en héros défenseur du bien, alors que ses actions nous le font plutôt voir comme un tueur implacable, totalement dépourvu d'empathie, comme 007 dans le Dr No de Terence Young. À plusieurs reprises, on le voit même se marrer alors qu'il dispose des cadavres de ses victimes et même de certains de ses alliés. Sport, chanson, danse, acrobatie. Car je pense qu'être acteur est un métier qui demande un long apprentissage. Si vous voulez bien, Monsieur Landon. J'ai appris à monter à cheval et pour mon plaisir, pas de voix, à bien nager pour certains films. J'ai été professeur de natation durant mon été. Et pour OSS, j'ai appris le judo et le karaté. L'acteur restera plutôt réservé sur le tournage sans trop parler avec le reste de l'équipe. OSS est aussi un goujat et se jette sur les femmes sans jamais attendre leur consentement. Moi, je le regrette encore plus que vous, Gisèle. Profite de l'inconscience de l'une d'entre elles pour lui changer ses vêtements, voire regarder ce qu'il y a dessous. Oh, c'est vous qui m'avez... Avant de la rouer de coups quelques scènes plus tard. Mais qu'est-ce qui te prend des Ça ne fous? prend plus, tu entends, tu vas parler. Alors maintenant, dis-moi où se trouvent les installations. Et elle, de retomber dans ses bras. Ces dernières le lui pardonnent souvent de façon bien volontiers, tant elles sont charmées par ses plaisanteries peu dignes d'un agent, mais venant des romans. Cela changera sur les autres films plus proches des Bonds. Matthews retrouvera l'univers de Jean Bruce en jouant dans Le Vicomte règle ses comptes de 1966, réalisé par Maurice Cloche en Charles Baron, rebaptisé Clint de la Roche. Il est doublé dans le film par Jean Fontaine et doublé sur les cascades par André Cagnard. Comme pour chacun de nous, ta famille aurait à répondre de tes actes. Beaucoup de personnages féminins, bien sûr, dont Nadia Sanders qui joue Brigitta Rinborg et qui est la OSS Girl du film, superbe, et accompagnera notre héros et travaille avec Ronot, voire couche avec lui de temps en temps. Vous êtes sa maîtresse? Un peu. Elle a été vue dans les séries de films espagnols des Toto, qui n'ont rien à voir avec le héros des blagues, et n'aura que peu de rôles,
dont un épisode des Mystères de l'Ouest. Elle est obligée de mentir pour Nicolas Renaud avant de se rallier au OSS, mais travaille apparemment sous la contrainte pour Sacha, sa famille étant menacée. La carte est à remettre à l'américain, les instructions pour toi sont en sténocode. Et tu sais que ta famille aurait à répondre de tes actes. Lucia, elle, est jouée par Irina Demic, que l'on verra dans Le Jour le plus long aux multiples réalisateurs, Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine de Kananakin, La métamorphose des cloportes de Pierre Granier de Fer ou Le clan des Siciliens d'Henri Verneuil. Jetez votre arme, monsieur London. Elle travaille complètement pour les méchants et c'est une saloperie absolue. Je suis un paisible professeur de plongée qui vit paisiblement dans un pays paisible. Nicolas Renaud, lui, donc interprété par Henri-Jacques Huet en moniteur de plongée, et va emmener Rousse avec lui en début de film et fait une fausse déclaration quant à la mort de ce dernier. Il joue de multiples jeux et il faudra attendre pour savoir pour qui il turbine avec ses nombreuses menaces pour qu'il se taise. Il finira malheureusement sous un coup de couteau de Sacha. Mes compliments. Il a été vu dans En cas de malheur de Claude Lara, À bout de souffle de Godard, Max et les Ferrailleurs et César et Rosalie de Claude Sauté, Le Viager de Pierre Tchernia, Peur sur la vie d'Henri Verneuil, Beau-père de Bertrand Blier, Le prix du danger d'Yves Boisset ou Le solitaire de Jacques Deray. Une belle petite filmographie. Brigitta, vous venez avec nous ce matin? Non, je préfère prendre un bain de soleil. Bien. Bon, on y va? Allez, à tout à l'heure. Jack Arden et William Roos qui explorent les grottes de l'île au début et décèdent pendant la visite d'une de ces dernières. C'est avec sa mort qu'OSS 117 sera envoyé. On l'a vu dans Sans laisser d'adresse et Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, Lola de Jacques Demy et jouera pas mal dans les séries télévisées. Nous ne serons pas seuls, et sans doute que là-bas nous serons séparés. Braguetta. Et au milieu d'Homme de main, nous avons le superbe Daniel Émile Fork en Sacha Bounine, assassin vicieux et malaisant. Il était acteur de théâtre, cinéma et télévision. Son allure et son visage hors norme, ainsi que son accent d'origine moldo-valaque, ont éventuellement pu marquer les spectateurs français à partir des années 50. Il est notamment connu du grand public pour son interprétation du Kanak dans la série Chéri Bibi de Jean Pignol en 1974 ou de Krang dans La Cité des Enfants Perdus en 1995. Il a une superbe filmographie de gens bizarres. Michel Magne, né le 20 mars 1930 à Lisieux et mort le 19 décembre 1984 à Cergy, est un compositeur, musicien français et interprète. Il est le son de certaines sagas éternelles grâce à lui, comme les OSS 117, les Fantomas ou les Angéliques avec Michel Mercier. Il va composer des musiques cultes comme les Tontons Flingueurs, les Barbouzes, Mélodie en sous-sol et des films de Jean-Yann. Beaucoup de ses œuvres vont disparaître malheureusement de façon tragique en 1962. Cherchant un endroit calme pour travailler, il achète le château d'Hérouville dans le Val d'Oise et en 69, un incendie criminel selon l'enquête se déclare dans l'Aisne-Nord et détruit la totalité des bandes originales de ses œuvres dont il ne possède aucune copie. Cet événement est terrible pour lui, il décide malgré tout de recréer ses œuvres disparues et de nombreux artistes internationaux viendront enregistrer dans ses studios. Un thème OSS 117 ici joyeux que le compositeur reprendra sur tous les films derrière, un artiste un peu fantasque et éclectique qui alterne avec une grande subtilité tous les genres. L'occasion d'explorer les musiques ethniques, les bossa, les batucadas et samba qu'il signe pour le film laisse entrevoir une nouvelle direction musicale et un goût pour l'exotisme qui va réexploiter dans de nombreux films. Pour le thème principal de la série, il s'inspire du hurly-gully, un rythme de danse alors très en vogue, à l'époque en tout cas, mais qui paraît aujourd'hui furieusement rétro. C'est d'ailleurs sur ce point que se situent les limites de Michel Magne. Il se repose de manière trop systématique sur des mélodies fonctionnelles et n'hésite pas à reprendre à son compte les standards musicaux à la mode. Bon, pour moi en tout cas, ça fonctionne à fond et il adapte toutes les musiques de OSS comme le fera John Barry sur les bombes en prenant en compte les lieux, l'histoire qui s'y passe et les personnages. Avec
qu'OSS 117 se déchaîne, les missions du plus fameux espion français viennent de tomber dans son escarcelle et sa médecine musicale. Courtisé de toutes parts, mais toujours affamé d'anticonformisme, il marque ce tiercé gagnant du fer de sa sensibilité iconoclaste. Il rompt facilement avec la musique dite à papa dans cette toute première adaptation cinématographique de notre espion qui s'était adjointe en 1957 les services de l'excellent Jean Marion. Magne injecte au leitmotiv OSS 117 Eulegeli des doses massives d'anti-héroïsme pop, une façon de faire on ne peut plus représentative des partis pris de l'époque, puisque même pendant les scènes d'action c'est très cool, et qui bousculait pour beaucoup la musique de film européenne. Point de fanfare mais une chorale amusante, et le compositeur s'envolera pour une exubérante virée, succombant tour à tour à des parfums jazzy, à des accès de dérision lounge du plus bel effet. Jazzy en diable, certes, donc la musique n'hésite jamais la cool attitude et va de plus en plus se prononcer dans ce sens. Même si les OSS 117 révèlent plus du divertissement, la musique est loin d'être au rabais. On retrouve des sonorités jazz surtout dans les scènes de romance, mais également d'autres styles. Un autodidacte qui aura marqué son temps avec une classe absolue digne des meilleurs compositeurs ici, absolument maîtrisée et d'une ampleur sans égale. Une vraie musique de James Bond, éditée chez Universal, avec plusieurs titres des différents films et dont certains titres de morceaux vous ravira comme Hubert Vaconnier, Bagarre aquatique, Poursuite thaïlandaise ou Castagne sur les docks. Michel Magne finira endetté et se suicide malheureusement en 1984 à l'âge de 54 ans. Réponse française au James Bond, OSS 117 m'a fasciné très jeune. De plus, j'ai toujours été très friand du cinéma d'André Hunebelle. Son cinéma était pour moi nerveux dans ses scènes d'action et avec une belle ampleur de mise en scène sur les passages d'introduction de paysages. Des fantomas au bossu du capitaine aux OSS, il me transportait toujours. Ce OSS 117 n'est pas encore le meilleur de cet acabit, il y a même des passages assez surréalistes. Les scènes sous-marines ont parfois l'air d'avoir été sonorisées dans une baignoire et l'attaque finale a un montage absolument hallucinant et bizarre, où les méchants semblent ne pas savoir où aller ou mourir, bref c'est assez bancal. Je sais trop de choses pour être pris vivant. Nous savons trop de choses. Après l'interprétation n'est pas toujours non plus au niveau, et ce même avec le héros Carwin Matthews dont je lui préfère l'interprétation de Frédéric Stafford sur l'opus 3 et 4, ressemblant un peu plus à Sean Connery. Il reste quand même de sacrées gueules, Henri Attal, Yvan Chiffre et surtout Daniel Emilfork, toujours immonde. La touche féminine est très intéressante avec Nadia Sanders qui est très jolie et au jeu très sobre. Pourquoi l'as-tu tué? Tu es folle? Mais Hubert, il a... Ça c'est malin, je voulais l'emmener à Washington pour qu'il me raconte sa vie. La musique de Michel Magne en reste une couverture idéale et devient ce qui se fait de mieux sur la série. Jean Bruce écrira dans le dernier OSS de sa main, OSS 117 à Mexico, des dernières lignes troublantes avant la mort de l'écrivain. Je vous mets en congé, vieux garçon, vous commencez à être trop connu, trop célèbre, vous avez gagné quelques repos, et si vous vous ennuyez trop, au lieu de raconter vos aventures à d'autres, écrivez-les vous-même. Jolie fille, sale tronche, paysage magnifique et exotique, et bien sûr, la base souterraine des méchants, le film nous sert pour l'époque de grands et de bons moments, comme d'autres peu réalistes, et OSS 117 aura l'occasion de distribuer des baffes, de poignarder, d'abattre et d'étrangler à tour de bras, aussi bien dans les ruelles de Bonifacio que sur la mer, sous la mer et dans les airs. Pas le meilleur des OSS 117, mais extrêmement bien regardable. Ça tâtonne encore avant de devenir tellement mieux. Je lui mets moi la note de 4,5 sur 6. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications, et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Mais il faut que j'aille lui dire au revoir. Et à vous aussi.